Say you want to dance, you want all the money from my bag, but the body's the big thing in town. When they see me around, they just scatter the dance like a whole of you go. We are so go. Ladies and gentlemen, thank you for coming for your first talk show in Togo. Thank you. Thank you. Alors, pour aujourd'hui, nous allons débattre courageusement la femme stérile au foyer. C'est sensible, je sais, mais pour en débattre, nous avions invité des gens vraiment qui sont bien équipés pour nous donner des réponses, à savoir des docteurs, des sociologues, des avocats. Tout ce monde-là, ils vont nous donner des réponses aujourd'hui à ces questions-là. Parce que c'est un problème en Afrique. Et quand la femme ne fait pas d'enfants au foyer, ça devient un sujet tabou. Soit il faut qu'on l'enlève de son mariage, il faut qu'on la chasse, il faut qu'on la frappe, il faut qu'on lui accuse de tout. Et ça, moi, Catherine, je dis non. Pour cela, il ne faudrait pas qu'on la maltraite de cette façon-là parce qu'elle est incapable de donner d'enfants à son mari. Parce que ce n'est pas de sa faute si elle est stérile. Donc pour cela, je vous invite à applaudir notre premier invité, Dr Moïse Fiadjo. Alors, on a été vraiment chanceux d'avoir Maître Isabelle Améganville, juriste, avocate à la Cour. Alors, je continue. On a un docteur chercheur, sociologue à l'université de Lomé. Il s'appelle Dr Kofi Potsou. Et enfin, on a Madame Mimi Souedédé, directrice générale Maison des Jeunes TV5 de Lomé. Alors, la femme stérile au foyer. Un terme que nous allons ensemble décortiquer. On est d'accord? Parce que ça va chauffer aujourd'hui. Alors, moi, je vais directement au but parce que je veux savoir... la stérilité chez la femme, c'est un phénomène de santé publique ou pas? On verra tout ça après. Et comment sont-elles traitées par leur belle famille? Ça, c'est un problème. Alors, quel est le regard de la société vers ces femmes-là? Sur le plan juridique, que disent les tests? Madame va tout nous dire. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par bannir certains comportements qui n'honorent pas la femme du tout, qui n'avancent pas la femme, qui n'avancent même pas la société. Commençons par les hommes qui prennent leur femme comme un punching bag. Vous connaissez ce que c'est qu'un punching bag? Quelqu'un connaît le punching bag? Un truc qui est accroché en haut et les gens donnent le coup de poing et le bag ne dit jamais rien. Et ce genre de comportement, moi je dis, mérite les cartons. Ce comportement, c'est quel carton? Alors, c'est parti. Les femmes n'ont pas besoin de souffrir. C'est les donneuses de vie, donc on a besoin de les respecter. Alors, j'ai un carton blanc à la main que je vais réserver parce que ça, on ne la jette pas. C'est un exemple à copier. À une dame spéciale qui fait des choses merveilleuses. Elle est togolaise, elle se bat pour la femme, elle fait tout pour le bien-être de la femme. Je vous prie
de découvrir. La lutte pour la valorisation de la femme en tant que partenaire indispensable à tout développement socio-économique est une des préoccupations majeures à laquelle les femmes elles-mêmes s'attellent de nos jours. Dans beaucoup de pays en voie de développement, la plupart des femmes ont pris conscience de ce rôle, revendiquent leur participation au programme de développement, mais s'intéressent surtout aux questions touchant à leur dignité. Au Togo, parmi ces femmes battantes qui défendent leurs droits et qui ont consacré toute leur vie à la lutte pour la valorisation des femmes, se trouve une dont le parcours reste un modèle à suivre. Ce penchant pour la défense des droits des femmes lui est venu dès son plus jeune âge. Je suis Epiphanie Meteteiton, Roumé, épouse Eklou Kwevanou. Je suis juriste spécialisée en droit des affaires et je m'engage fortement aussi pour la promotion des droits des femmes et des jeunes filles. L'effort et la bravoure ont été déterminants pour le choix de sa carrière professionnelle assez ambitieuse. Une carrière qui lui a valu le privilège de côtoyer des différents acteurs de développement à travers le monde, soit pour participer à des réunions de haut niveau sur les questions de femmes et de développement, soit pour animer des conférences ou donner des formations aux groupements de femmes et au cadre de l'administration publique et privée. Je connais très bien Madame Roumé. Depuis 10 ans, on a enseigné ensemble dans un établissement privé de la place et elle était directrice des études pour le cycle supérieur et c'est par là que je l'ai découverte. Que ce soit au Togo ou à l'extérieur du pays, elle est sollicitée par plusieurs institutions pour son expertise dans les programmes de développement, ce qui force l'admiration de son entourage. Disons qu'elle a toujours été un peu un mentor pour moi. C'est quelqu'un de très exigeant qui attend des résultats concrets de ce qu'elle vous donne à faire. Elle est alumni du département d'État américain et fait partie du très distingué groupe américain Women in Public Service Program. Madame Epiphanie Roumé Eklou Kwevanou est également nominée Mois de la femme Vlisco 2014, à la tête du Centre de recherche d'information et de formation pour femmes, CRIF. La motivation pour le mieux-être des femmes s'est accrue. Au niveau du GF2D, les aînés ont une vision, ont mis en place les structures qu'il faut. Je n'ai fait qu'apporter ma touche spéciale et particulièrement mon engagement pour l'évolution de la jeune fille. Et c'est surtout ce programme de la jeune fille, le programme en santé maternelle et infantile, qui sont les nouveaux éléments que j'ai pu, ou j'essaie de mettre en place au niveau du GF2D. Mais le travail abattu n'est pas fait sans difficulté. C'est pas toujours facile de rallier tout le monde, mais nous essayons de les convaincre sur la noblesse de la cause que nous défendons. Ce qui compte en réalité, ce sont les résultats qui confèrent désormais aux femmes togolaises leur dignité. Ce qui constitue un défi aussi, c'est de convaincre tout le temps les femmes sur ce qu'elles valent. Parce que c'est important de travailler sur l'estime de soi chez les femmes. Une dignité qui se valorise aussi dans les sphères politiques, à travers l'éducation et la formation des femmes à la gestion des affaires publiques. En tant qu'actrice de la société civile, je ne suis pas membre d'un parti politique. C'est un choix parce que la société civile n'est ni du public ni du privé. Cela ne voudrait pas dire que la société civile ne s'intéresse pas à la vie de la nation. C'est d'ailleurs son rôle de veiller à ce que les gouvernants, dans leurs actions, dans leur rôle, dans leurs responsabilités, travaillent à l'intérêt général. Femme rigoureuse, infatigable et parfois insatiable lorsqu'il s'agit du travail bien fait, Epiphanie Roumé
reste un modèle de femme d'exception dont beaucoup d'autres suivraient l'exemple. Elle est infatigable. On peut finir un projet tout à l'heure, on se dit bon, on va peut-être un peu se reposer, mais déjà elle pense encore, elle a une nouvelle idée, il faut qu'on se remette au travail. Mais à des heures perdues, Épiphanie se donne à ses loisirs privilégiés, notamment le chant à la chorale de son église, la danse et de temps en temps, un peu de billard, pourquoi pas. Une femme complète, n'est-ce pas? Applaudissez encore pour cette dame-là qui a fait beaucoup pour nous. Le thème qui nous lie aujourd'hui, c'est l'histoire de la femme. Donc la question ce soir va aller chez notre docteur Fiadjo. Alors, en tant que docteur, c'est quoi la femme stérile? Mais merci beaucoup pour la question. La stérilité est un vrai problème de santé publique. Même si les couples stériles ou les couples qui n'ont pas d'enfants ne sont pas dits malades, j'aime bien faire un jeu de mots que la stérilité, ce n'est pas une maladie, mais c'est un mal à dire. Un mal à dire, comme on le dit dans notre langage, enyawame. Ça dépasse même la maladie. C'est quelque chose qui est très intime à la personne, qui est très profond. Et je ne dirais pas la stérilité de la femme, je parlais plutôt de la stérilité du couple, parce qu'un enfant, ça se fait à deux. C'est à deux que l'on peut faire un enfant. Et que les problèmes qui surviennent lorsque le couple n'arrive pas à avoir d'enfant peuvent venir soit de l'homme, soit de la femme. Je vais d'abord définir ce que c'est que la stérilité. Exactement. Dans le temps, lorsque j'ai commencé mes études, on disait d'un couple stérile, le couple qui n'avait pas d'enfant au bout de 2 ans de vie commune sans contraception. C'était une définition un peu rigide, un peu trop carrée. Aujourd'hui, avec les progrès de l'assistance médicale à la procréation, on est arrivé à une notion qui est beaucoup plus positive et qui voit la stérilité en perspective. Et là, il y a 2 notions que l'on peut dégager. Il y a une première notion qui est une notion de capacité et une notion de résultat. Le résultat, c'est lorsqu'on a un enfant. Donc, la fécondité mesure le résultat. Un couple qui est fécond est un couple qui a un enfant. Le couple qui est infécond, c'est le couple qui n'a pas d'enfant à l'instant T, mais qui espère avoir un enfant un jour. L'infertilité ou la fertilité va mesurer un concept qui est un concept d'aptitude. Le couple qui est fertile, c'est le couple qui est apte à faire un enfant. Et le couple qui est infertile, c'est le couple qui a une pathologie qui l'empêche d'avoir un enfant. Il faut te dire tout cela, vous allez me dire c'est une notion un peu théorique. Mais on va dire ceci, que dans une population générale, au bout d'un certain temps de mariage, un certain nombre de couples vont avoir des enfants. On va dire par exemple, sur 100 femmes, au bout d'1 an, 60 vont avoir des enfants. Et au bout de 2 ans, 80 vont avoir un enfant. Et les 20 autres vont connaître des problèmes d'infertilité. C'est-à-dire qu'ils auront certainement une pathologie qui les empêche d'avoir un enfant. Ceci m'amène à parler d'une notion qui est assez simple. Dans la race humaine, la fécondabilité n'est pas de 100%. C'est-à-dire qu'un homme et une femme qui font des enfants n'ont pas 100% de chance d'avoir des enfants. Ils ont à peu près 25% de chance d'avoir des enfants. Ça veut dire tout simplement que la moyenne donc, de fertilité ou de fécondabilité d'un couple est de 25%. Lorsque on a des couples qui sont très fertiles, ils vont avoir plus de 25%. Il y a des couples qui vont avoir moins de chances, qui vont avoir une fécondabilité autour de 5%. C'est-à-dire que par mois, ils auront à peine 5%. Mais il y en a qui n'auront aucune chance de faire des enfants. Et c'est là où se situent les couples stériles. Et je vois que l'on projette un tableau ici qui montre bien que la fertilité est une notion de couple. L'homme et la femme sont co-responsables des problèmes de fertilité dans un couple. On sait que
quand on prend tous les couples, dans 20% des cas, c'est l'homme qui est tout seul responsable. Dans 30% des cas, c'est la femme seule qui est responsable. Et dans 40% des cas, l'homme et la femme sont responsables. Et dans 10% des cas, il s'agit de ce qu'on appelle une stérilité inexpliquée. Ils n'ont qu'un problème, mais on ne sait pas pourquoi ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc je dirais que la stérilité dans le couple, c'est lorsque, après avoir tout fait, on n'a pas du tout de chance d'avoir un enfant. Et là, il n'y a pas de chance du tout, il n'y a rien à faire. Alors, je dirais que oui et non. Aujourd'hui, avec l'assistance médicale à la procréation, des couples qui étaient réputés comme des couples stériles peuvent aujourd'hui avoir des enfants. Et c'est là où la notion de positivité intervient. C'est là où ça devient intéressant que la stérilité n'est pas une fatalité. Et j'ajoute même que ce n'est pas une maladie honteuse. Le fait qu'une femme ait les 2 trompes bouchées ou enlevées, par exemple, pour elle, ce n'est pas une maladie honteuse. Ce n'est pas une fatalité. On peut venir à bout de certains cas de stérilité. Malheureusement, parmi les couples qui consultent pour infécondité, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, un certain nombre vont rester stériles, quels que soient les traitements qu'on va faire. Même si certains, après des traitements, vont avoir des enfants, malheureusement, un certain nombre vont rester définitivement stériles. Et là, malheureusement, il n'y aura rien à faire. Et il faudra se tourner vers autre chose. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup aujourd'hui. De toute façon, ça, c'est le spécialiste qui parle. En Afrique, la stérilité est un impact sur la vie de couple. Comment peut-on expliquer un tel phénomène, monsieur le sociologue? Oui, merci, madame. Et vous avez bien spécifié en Afrique. Et pour répondre à cette question, permettez d'abord de replanter le rôle de l'enfant dans la société africaine. En réalité, en Afrique, l'enfant est un symbole. Et dès lors qu'on se marie, tout ce qu'on gagne dans ce mariage, tout d'abord, c'est l'enfant. Et quand vous êtes marié durant un certain nombre d'années, c'est les 2 familles, c'est-à-dire la famille de la femme et la famille de l'homme, qui attendent de vous un enfant. Dès lors que ce symbole qui matérialise l'amour et qui donne vie au couple n'arrive pas, ça devient un problème social. Ça dépasse même le couple et ça fait appel à ce qu'on peut appeler une ingérence extérieure. Donc j'insiste sur le rôle, le symbole de l'enfant dans la famille africaine. Merci. Merci beaucoup. De problèmes de stérile de couple qui viennent chez vous souvent parce qu'elle n'arrive pas à me faire des enfants. Moi, je vais la chasser. Non, il faut qu'elle s'en aille. Moi, je vais prendre une autre femme. Ça arrive souvent chez vous? Comme l'a dit tout à l'heure le sociologue sur la propension sociale de la stérilité en Afrique et principalement au Togo, la stérilité n'est pas un fait juridique. C'est-à-dire que ce n'est pas une infraction, ce n'est pas, comme nous disons dans notre jargon, un fait juridique qui nécessite que le législateur se penche sur ce problème. C'est pour cela qu'il est rare que vous voyiez au tribunal quelqu'un arriver, dire bon, on m'accuse d'être stérile, etc. et autres. Et cela se remarque d'ailleurs lorsque vous prenez par exemple le Code des personnes et de la famille. C'est un seul article qui fait allusion à la stérilité, mais pas à la stérilité prise isolément, mais à la stérilité dans un fait juridique, dans un problème juridique qui est le divorce. Il s'agit notamment de l'article 126 du Code des personnes et de la famille, dans son avant-dernier alinéa, qui parle des causes de divorce. Et dans cet article, vous verrez que le législateur cite plusieurs causes, parmi lesquelles il y a l'impuissance et la stérilité définitive. C'est à ce seul niveau que le législateur s'est penché sur le phénomène, sur le problème de la stérilité
en disant que cette stérilité constitue une cause de divorce. Cela veut dire que lorsque vous faites un contrat de mariage, puisque c'est de ça qu'il s'agit, vous vous mariez, et que le couple, surtout en Afrique, comme il a dit tout à l'heure, n'a pas d'enfant, cela ne constitue pas en soi une cause de divorce. Il faudrait que la stérilité définitive soit médicalement constatée. Il faut que le médecin, qui est le spécialiste, puisse dire que soit l'homme ou la femme est incapable médicalement, définitivement, de procréer, de faire un enfant. Et donc, avec ce constat-là, vous pouvez, la loi vous offre l'opportunité de demander le divorce sur la base de ce fait-là, médicalement constaté, qui est la stérilité définitive. Donc, c'est sur cela que le législateur est intervenu, sûrement pour permettre, comme il a dit tout à l'heure, peut-être aussi par rapport à l'explication qu'a donnée le docteur Fiadjo, que peut-être dans le couple, c'est soit l'homme qui a des problèmes, puisque le test parle d'impuissance et de stérilité définitive. C'est l'homme qui a des problèmes et qui ne peut définitivement plus procréer, ou c'est la femme, et on lui donne la possibilité de demander le divorce, de se séparer, donc juridiquement, de l'autre, pour pouvoir peut-être voir ailleurs, si il est possible que cela puisse se faire. Donc je dirais, pour conclure, que la stérilité n'est pas un fait juridique. Alors, donc, si quelqu'un divorce de sa femme parce qu'il pense que c'est la femme qui est la cause de cette histoire, ou peut-être c'est lui-même, mais comme d'habitude, ils ont toujours accusé les femmes que c'est les femmes qui ne font pas d'enfants. Or, le docteur Fiadjo vient de le dire. 40% des hommes aussi peuvent être stériles. Pourquoi est-ce qu'on n'accuse pas souvent les hommes en Afrique de cette histoire? Dans la conception de l'être humain, c'est la femme qui porte la grossesse. C'est la femme qui accouche. Donc nécessairement, l'enfant est avant tout l'enfant de la femme. Et dans notre jargon, on dit « non diavi ». C'est la femme qui enfante. Donc nécessairement, dans l'imaginaire humain, c'est la femme qui doit d'abord accoucher, qui doit donner l'enfant. Et moi, je dis souvent, pour blaguer, que c'est la femme qui accouche et l'homme adopte l'enfant de sa femme. Ça, c'est bien dit. Les femmes, vous n'êtes pas d'accord? Oh. C'est même trop bien dit. Mais ceci dit, étant donné que c'est la femme qui accouche, il faut que l'homme participe. Et de tout temps, depuis l'Antiquité, l'homme, à partir du moment où il peut avoir des rapports sexuels, pense qu'il peut avoir des enfants. C'est ce que l'homme a toujours pensé. Et l'homme a toujours refusé le fait de dire de lui qu'il est impuissant et qu'il ne peut pas faire d'enfant. C'est pour cela. Dire d'un homme qu'il ne peut pas faire d'enfant, c'est la pire injure qu'on puisse faire à un homme. Mais ce n'est pas juste, docteur. Tout à fait. Et je pense qu'il faut en parler pour justement exorciser ce mal. En Afrique, en général, lorsqu'on dit d'un homme que cet homme-là ne peut pas faire d'enfant, c'est toute la communauté qui va le stigmatiser. Et il dit à sa femme, qu'est-ce que tu fous avec cet homme-là? Il va voir ailleurs, il va trouver un autre homme. Cela est vrai. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a des adages dans notre langue. Il dit que quel que soit l'enfant qui naît dans un foyer, c'est l'enfant du mari. On dit chez nous, Genoumagbe folie. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un enfant qui naît, c'est l'enfant de l'homme. Donc, dans l'imaginaire, on confond impuissance et infertilité ou stérilité. Et il faut justement s'opposer à cela pour montrer qu'un homme puissant, qui a de bonnes érections, peut être stérile. Et puis ça se soigne.
un homme peut être impuissant et être très fertile, avoir de très bons spermatozoïdes. Et cela se soigne également. C'est pour cela que je disais au départ que la stérilité ne doit pas être une maladie honteuse qu'on doit cacher et ne doit pas non plus être une fatalité. Constater le fait, s'asseoir dessus. Tout cela se soigne. Aujourd'hui, on sait que on peut arriver à soigner et l'homme et la femme. Donc la sensibilisation que nous devons faire, c'est de, bien que ce soit la femme qui va porter la grossesse, c'est de faire en sorte qu'on puisse permettre à l'homme de se soigner, à la femme de se soigner, de façon à ce que la femme puisse apporter l'enfant dans le couple. Bravo. Ça vous a pas plu? Alors, là, moi, ça m'a plu. Il m'a fait du bien. Alors, la même question va chez Madame Mimi. La même exacte question. C'est la société africaine qui impose cette situation. Après le mariage, le regard est tourné vers la femme. On attend que le ventre grossisse. On attend de voir un enfant. Généralement, on oublie l'homme. Quand on oublie l'homme, c'est la femme. Quand ça ne vient pas, c'est la femme. Et c'est là que c'est dommage. Et cette situation, est dramatique pour la femme. Oui, bien sûr. C'est beaucoup de souffrance, de pression psychologique, bien sûr. En fait. Bien sûr. Et j'imagine, on ne peut qu'imaginer, pour nous qui avons eu la grâce de Dieu d'avoir des enfants, on ne peut qu'imaginer cette souffrance-là. Parce que je me dis, chaque mois, la déception de voir apparaître les menstrues. Je me dis, ça doit être une déception chaque mois de voir apparaître les menstrues. Parce qu'on attend que ça coupe et qu'on nous dise, c'est une grossesse qui arrive. Mais ce n'est pas cela. Et c'est plus pénible. Je ne sais pas si on va peut-être en parler. Les conséquences de cette stérilité-là, les conséquences de tout cela. Les hommes qui partent voir ailleurs, c'est là que ça devient plus pénible pour les femmes. Ça apporte la polygamie, on va faire des enfants ailleurs et la femme est là. Et en plus, la société africaine accepte que l'homme aille voir ailleurs. Moi, dans mon cabinet d'esthétique, moi, j'ai entendu de toutes les couleurs. Qu'elles disent, il peut aller voir ailleurs. Oui, madame, parce que moi, je suis fatiguée, il peut aller. Moi, tant que je suis à la maison, tout va bien. Je crois moi, que c'est une grave erreur. Une grave erreur de dire cela. Mais la pression de la belle famille, mais pas que de la belle famille. Il y a la propre famille de la femme mais qu'est-ce que tu attends? Mais qu'est-ce que tu attends? Et puis, il y a cette frustration, cette culpabilité de la femme, comme si elle coupe une chaîne, quoi. Elle ne peut pas assurer la continuité de la lignée de l'homme. Et c'est une grande pression, une grande frustration. Et voilà. Ça, c'est très bien. Mais de toute façon, je pense qu'on apprend beaucoup. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je crois qu'il est dit quelque part que mon peuple périt à cause de connaissances. Faute de connaissances. En réalité, c'est en ces termes que se pose le problème de stigmatisation de la femme dans le couple pour cause de stérilité. En réalité, et le législateur l'a compris, tout à l'heure quand je vous ai lu l'article, j'ai dit que cette stérilité définitive qui peut être cause de divorce doit être médicalement constatée. Je voudrais dire que le législateur donne trop d'importance aux médecins, en disant que le médecin, il faut que le médecin atteste la stérilité définitive, que ce soit de l'homme, que ce soit de la femme. Je pense que c'est lui donner trop de responsabilité, trop d'importance. Le rôle du médecin, c'est d'accompagner. Le rôle du médecin, c'est d'aider. Le rôle du médecin, c'est de faire en sorte que même si ce couple n'arrive pas à avoir d'enfants, de les aider à continuer leur chemin. Et je dis tout de suite que ce n'est pas forcément pour faire un enfant que l'on se marie. Qu'on se marie, ça, c'est et vrai. le rôle du médecin, ce n'est pas lorsque un couple vient, bon, vous devez avoir un enfant, si vous n'avez pas d'enfant, vous devez vous séparer. Je pense que le rôle du médecin, c'est d'aller le plus loin possible, d'aider ce couple-là à faire. Comment est-ce que vous pouvez continuer à vivre avec ou sans enfant. Et je pense que c'est notre rôle. Et je pense qu'il vaudrait mieux que le législateur révise un tout petit peu sa perception du médecin et de ne pas lui donner trop d'importance, trop de responsabilité. Parce que sur une ordonnance, on ne peut pas dire vous pouvez aller divorcer parce que vous n'avez pas d'enfant et vous devez rester ensemble mais parce que vous avez des enfants. Il y en a qui ont des enfants qui ne s'entendent pas du tout, et à la limite qui n'ont pas qui ne devraient pas plus rester ensemble parce qu'ils se chamaillent tout le temps, ils se battent tout le temps.
Et il y en a qui n'ont pas d'enfants, qui s'entendent très bien et qui ont le droit de rester ensemble. Oui. Voilà ce que je voulais dire aux législateurs. Voilà, c'est... Catherine. Bravo, bravo. Je crois que c'est rentré dans les bonnes oreilles. Madame, c'est rentré dans les bonnes oreilles, j'espère. Bientôt. On va nous changer tout ça. Il faut qu'on insiste sur cette histoire des hommes qui ne veulent pas aller se faire traiter. Non, mais souvent les hommes, je ne sais pas si c'est la honte ou c'est la peur, mais ils ne veulent pas aller à l'hôpital. Le docteur vient de parler d'insultes. Ils prennent ça comme une insulte. Et donc, se faire s'afficher. Ça, c'est seulement l'homme africain. Moi, je sais que les autres, ils vont à l'hôpital. Et puis, il y a des cas, il y a un cas où les parents de l'homme disent non, chez nous, il n'y a pas ça. Donc, pas besoin que l'homme aille. Et des femmes qui ont eu le courage de partir, l'homme se rend compte que la femme partie, elle va faire un enfant. Donc c'est lui le problème. Voilà. Et c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, c'est lui le problème. Il faut qu'on en prenne conscience. Maître Abengavi a dit tout à l'heure que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. C'est parce que nous n'avions pas la connaissance qu'on pouvait traiter les hommes, qu'on pouvait leur apporter une assistance. C'est pour ça que n'ayant pas de traitement, les gens n'aiment pas se faire soigner. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a des possibilités. À partir de ce moment-là, les hommes pourront se faire traiter facilement. Et je dois dire que dans tous les pays du monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout, les hommes ont toujours une réticence pour aller se faire soigner. Et c'est parce qu'on a fait beaucoup de sensibilisation que les hommes sont venus progressivement aller se faire soigner et accepter. Et je pense que des émissions comme la vôtre, il faut qu'elles continuent, qu'on fasse assez de sensibilisation pour expliquer aux uns, aux autres, que la stérilité, ce n'est pas une affaire d'une personne, c'est une affaire du couple. L'homme et la femme peuvent être en cause. Et que ce n'est pas une maladie honteuse, je le répète, ce n'est pas non plus une fatalité. Est-ce que c'est même une maladie? C'est ce que je disais, ce n'est pas une maladie, c'est un mal à dire. Voilà, on peut dire comme ça. C'est un mal à dire. Voilà. C'est pour cela qu'il y a Karen Show. Karen Show, c'est juste pour ça. On va seulement parler de la femme, problème de femme dans tous les sens. Donc maintenant qu'on a fait le tour d'horizon, on va essayer de voir ce que dit le citoyen. La stérilité au foyer entraîne beaucoup de problèmes chez nous en Afrique. Parce qu'en Afrique, nous considérons l'enfant comme le premier objectif d'un couple. Et dès que les jeunes se marient et qu'ils n'ont pas d'enfants, vraiment, soit c'est la belle famille, les parents de l'homme, qui vont commencer par indexer premièrement que c'est la femme qui est stérile, même si le problème vient de l'homme, on dit que c'est la femme. Le second côté, c'est que lorsqu'il s'agit de l'homme, il y a les parents aussi de la fille qui disent « Ah, nous voulons avoir une petite fille, nous voulons avoir une petite fille ». Et les belles familles vraiment amènent la vie difficile aux jeunes. Même si les deux tentent de se comprendre, tentent de rester ensemble malgré cette infimité ou bien ce problème, il y a toujours la famille qui met les bâtons dans les roues. Tant que l'homme a aimé sa femme et qu'il l'a épousée, que cette dernière ait des enfants ou pas, ça ne cause pas de problème à mon avis. Parce que ce n'est pas l'enfant nécessairement qui fait le bonheur du foyer. On ne fait pas des analyses, on accuse en même temps la femme. La belle-mère a répudié la femme, qu'elle ne donne pas d'enfant. Après 2 ans, la femme est partie se remarier. Bon gré, mal gré, elle a eu des enfants. Mais le gars est resté comme ça, sans enfant, jusqu'à l'heure où je parle. Maintenant, c'est le gars qui est stérile ou bien c'est la femme qui est stérile? Point d'interrogation. Selon moi, un couple qui est stérile peut être considéré comme source de malheur. Parce que quand nous considérons que la vie ici-bas, Dieu nous a créés pour que nous aussi on procrée, il urge que si un couple a de tels problèmes, trouve des solutions. Et les solutions peuvent être d'ordre, disons la vérité, d'ordre médical. Et c'est aussi valable pour l'homme et la femme. L'homme peut être stérile, la femme peut être stérile. Il faudrait que les deux, il y ait un dialogue, un consensus pour pouvoir trouver la cause. Et quand on trouve la cause, c'est facile de trouver la solution. Comment on peut faire pour changer la mentalité des gens vis-à-vis de ces femmes-là, si possible? Je crois que les solutions commencent à être dégagées. Je voudrais beaucoup plus insister sur la sensibilisation. Mais je me rends compte d'un fait quand le docteur Fiadjo et l'honorable Abengavi ont parlé. Tout se passe comme si nous sommes seulement en ville au Togo. Quand vous allez au Togo, des villages, l'article
ou l'alinéa, le texte auquel elle faisait allusion, qui connaît ça au village? Personne. Voilà. Même si on prend les trucs médicalement constatés, au village, ça n'existe pas. C'est en ville même, c'est peu de personnes. Hein. Maintenant, la stérilité, qu'elle existe ou pas, qu'elle soit médicalement constatée ou pas, ce qu'on veut, c'est que quand je me marie, je veux un enfant. À un moment donné, s'il n'y a pas l'enfant, il faut passer par tous les moyens. Pour en avoir. Les sacrifices, surtout. Je voudrais m'inspirer de la culture africaine, et spécialement togolaise. Donc, en tant que sociologue, je ne dirais pas comment on peut faire pour bannir ça, parce qu'il faut que ça existe pour qu'on l'interprète. On ne peut pas effacer un fait social, on le laisse se dérouler, parce qu'on ne peut pas effacer la stérilité. Si on se réfère aussi à la Bible, vous voyez au temps d'Abraham et sa femme. La femme a conseillé Abraham, mais prenez notre bonne, notre domestique, faites-en un enfant ensemble. Donc c'est encore la valeur de l'enfant dans un couple. Donc on se demande comment l'avoir. Mais dans nos traditions au Togo, même un couple médicalement stérile, on essaie toujours de trouver un mécanisme pour que ce couple ait un enfant. Par le don, par exemple. Le don d'enfants. En ville, vous allez parler de l'adoption. Donc moi, je dis, plus c'est le don. On fait au village, on dit tel en a 5, donc prenez un. Mais, à la longue, l'enfant là se conforme aux règles de l'autre famille. Donc on l'a doté d'un enfant. Vous m'excusez le terme. Voilà. Donc, disons qu'il y a des mécanismes pour lutter contre la stérilité. Je prends en faux, peut-être son témoignage. C'est une maladie de honte toujours. J'ai plusieurs cas autour de moi-même. Et souvent, c'est toujours la femme qui est accusée. Il a si bien dit, c'est la femme qui donne un enfant. Et quand elle ne donne pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'acharner contre elle. Jusqu'au jour où on découvre que le couple divorce et chacun se marie et que c'est la femme qui allait faire un enfant. L'homme n'arrive toujours pas à en faire. Mais on trouve toujours des raisons. Et ces raisons se trouvent dans la tradition. On peut se dire, bon, on l'a sacrifié, ses spermes sont sacrifiés, etc. Donc on le prend ainsi. Et en tradition élevée, quand de telles personnes meurent, pour qu'elles ne reviennent plus, et donc à son enterrement, il y a des choses qu'on fait. On a enquêté là-dessus. Je crois qu'on doit prendre un bâton qu'on met dans son zizi. Quoi? Pour que jamais ça ne se reproduise. On a fait quoi? C'est ça. On prend un bâton. Oui. On prend le zizi du cadavre, on enfonce dedans. Je ne sais pas, beaucoup l'auront déjà appris. On va tout apprendre ici. Pour dire, mais comme vous n'avez rien donné, partez avec le bâton dans le zizi. Partez avec le bâton. Et on prie en sorte que de tels gens ne naissent plus dans la société. En bref, combattre la stérilité, ou comment faire pour que ça disparaisse. Je dis, comme c'est préhistorique, hein, ça ne pourrait pas disparaître. Hein. Peut-être c'est pour amuser un peu la galerie. On peut quelque part souhaiter socialement que la stérilité persiste, dans la mesure où tout le monde déjà, politiciens, tout le monde craigne l'augmentation exagérée de la population. Ouais. Mais ça, c'est pour blaguer, merci. Allez-y, madame. Alors, j'aurais aimé que le docteur donne peut-être les causes de cette stérilité, parce que je crois qu'il y a des cas évitables. Au moins, déjà, on aura enlevé ce pourcentage-là et on va se consacrer aux 20% qui ne peuvent pas avoir. Parce que dans les causes, enfin, les cas évitables, ça dépend de la cause. Il faut qu'on sache ce qui donne ça. Et peut-être, parce que quand on parle de femmes en filigrane, il y a la jeune fille, hein, et tout part de là. Avant même qu'on devienne femme, on est jeune fille, et tout part de là. J'aimerais bien qu'on parle des causes pour qu'on puisse éliminer au moins ça. Quand on sait que, bon, c'est peut-être une infection, alors là, on se lève très tôt pour traiter cette infection-là. Okay. Comme la question m'est directement posée, alors je vais expliquer brièvement quelles sont les conditions pour qu'une grossesse vienne. Et ensuite, on va déduire dedans dans quelles conditions la grossesse ne peut pas venir. Alors, pour qu'une grossesse vienne, il faut d'abord que le mari ait de bons spermatozoïdes, en nombre, en
qualité et qu'il puisse avoir des rapports sexuels pour qu'il puisse aller déposer les spermatozoïdes dans le vagin de la femme. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut que les ovaires de la femme fonctionnent bien, que les ovaires de la femme produisent des ovules. C'est ce qu'on appelle l'ovulation. La troisième condition, c'est qu'il faut que les trompes de la femme soient normales. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'ovule est pondu, la trompe vient capter l'ovule, qui est en bleu. Et si au même moment il y a un rapport, les spermatozoïdes montent dans l'utérus, montent dans les trompes et vont rencontrer l'ovule dans la trompe. C'est là où a lieu la fécondation. Et une fois que l'œuf est fécondé, l'œuf fécondé va se diviser. On va passer à la suivante. L'œuf va se diviser en 2, en 4, en 8 et en 16. Tout en se divisant, va cheminer vers l'utérus. Voilà, c'est ça. Va cheminer vers l'utérus et arriver à s'implanter à l'intérieur de l'utérus. Donc, on comprend très bien que si les trompes sont bouchées quelque part, la fécondation ne peut pas avoir lieu. Et si la cavité utérine n'est pas normale, le fécondé ne peut pas venir s'implanter et se développer pendant 9 mois et donner naissance à un enfant. On comprend que si le mari n'a pas du tout de spermatozoïdes, la fécondation ne peut pas avoir lieu. On comprend que si l'ovule ou si les ovaires de la femme ne produisent pas les ovules, la fécondation ne peut pas avoir lieu. Donc les causes se déduisent un peu de tout cela. Mais je dois dire que l'essentiel, c'est qu'il existe un certain nombre de facteurs favorisant l'une ou l'autre cause. Et avant ces facteurs, moi je dirais d'abord qu'il y a l'infection qui est la cause importante. L'infection qui va agir à quel niveau? L'infection peut agir au niveau des trompes, l'infection peut agir au niveau des ovaires, l'infection peut agir au niveau de l'utérus. Ça, c'est chez la femme. Et chez l'homme, l'infection peut agir au niveau des testicules et boucher en quelque sorte les canaux là où se fabriquent les spermatozoïdes. L'infection peut aller boucher également les canaux par où les spermatozoïdes transitent pour sortir. Donc la première cause de l'infertilité dans nos régions, il faut dire qu'il y a l'infection. La deuxième cause qui me paraît importante aussi, dont il faut parler tout de suite, c'est l'âge de la femme. On sait que la nature a réglé la femme pour que la femme puisse avoir des enfants tôt. À partir d'un certain âge, à partir de 35 ans, les ovaires de la femme commencent à manifester des signes de faiblesse, des signes de fatigue. Donc, à 40 ans, la femme n'est plus aussi fertile qu'à 30 ans. Et donc, la femme qui veut avoir des enfants doit nécessairement chercher à avoir des enfants tôt, avant que ses ovaires ne commencent à manifester des signes de fatigue. Dans le temps, vous allez me dire, mais pourquoi dans le temps, nos mamans n'avaient pas ces problèmes-là? Parce que dans le temps, nos mamans, dès qu'elles commençaient à avoir leurs règles, elles se mariaient jeunes. Elles faisaient des enfants à partir de 18 ans. Il n'y avait pas d'études longues à faire. Elles se mariaient à partir de 18 ans et commençaient à faire des enfants. Et à 30 ans, ils avaient déjà fait 3-4 gosses. Et même si après, il y avait des infections à cause des accouchements mal faits, peut-être des avortements mal faits, peut-être d'autres causes encore, elles ont eu le temps de faire leurs enfants. Aujourd'hui, nos filles doivent aller à l'école, doivent aller à l'université, avoir un métier. Après le métier, il faut qu'elles aient un travail. Après le travail, il faut qu'elles aient leur voiture, la maison, etc. Et pendant tout ce temps-là, les ovaires ont le temps de vieillir. Et la plupart des filles qui ont fait de longues études, c'est arrivé à 35 ans, 40 ans, qu'elles se réveillent pour vouloir faire des enfants. Et malheureusement, ça devient un peu tard. Et lorsqu'elles commencent à 40 ans, les choses deviennent plus difficiles. Donc on peut réduire le pourcentage de femmes stériles en leur disant, faites vite, s'il y a des infections, allez vous faire traiter. Bien. Alors le message que je voudrais passer en disant cela, c'est qu'il faut que les jeunes puissent lutter contre les infections sexuellement transmissibles. Et quand on est jeune et qu'on ne veut pas avoir d'enfants, le port du préservatif est un élément très important dans la prévention des maladies qui vont entraîner la stérilité. Et il faut dire également aux jeunes filles que les enfants, il vaut mieux les faire quand on est jeune, c'est-à-dire quand on a toutes ses potentialités, pas quand on est à l'école,
Mais quand on est en train de finir son université, moi, c'est bien donc de commencer à y penser. Il ne faut pas attendre forcément d'avoir tout dans la vie, d'avoir tous les éléments dans la vie pour pouvoir avoir des enfants. Ce n'est pas simplement avec l'argent qu'on élève un enfant, c'est avec l'amour qu'on peut lui donner qu'on élève un enfant. Et c'est en ce moment-là qu'on élève mieux, qu'on est plus proche de son enfant. Voilà ce que je voulais dire. Merci. C'est gentil. Je peux placer un mot là. Bien sûr. Le docteur a parlé, c'est intéressant. Mais pas plus, il y a 3 jours, j'étais dans les brousses vers Karaï, Sotoboua. J'avais pris un taxi brousse. Dedans, je demandais au chauffeur, est-ce que vous êtes marié? Il avait environ 30 ans. Il dit non, il ne s'est pas marié. Je dis, mais vous faites exception. Au village, on apprend souvent que très tôt, il faut avoir d'enfants. Mais il m'a dit, et j'étais surpris, que les mentalités ont évolué et que dans les villages aussi maintenant, on fait des enfants avec un âge avancé. Et je demandais la cause, il me dit, mais il faut avoir d'argent aujourd'hui pour entretenir et la femme et l'enfant. Moi, j'avais trouvé ça très ingénieux, qu'il y a une révolution de mentalité. Mais à vous entendre, je crois que c'est le contraire, il faut faire très vite. Mais sur le plan social, on sait, avant d'entourer un enfant aujourd'hui des soins, d'amour, etc., n'oublions pas quand même qu'il y a le matériel. Bon, voilà, ça m'interpelle un peu, je me dis. Moi, j'avais trouvé la réaction du chauffeur très normale, que même dans les villages, les campagnes, ça commence à venir. Il faut être un peu assis avant de porter quelqu'un au dos. Et moi, je pense que c'est un choix. Je voulais quand même ajouter quelque chose. Hein. Ce dont a parlé le docteur Fiadio tout à l'heure vaut pour la femme. Parce que, vous savez, pour la femme, Dieu nous a créé être exceptionnel, c'est vrai, mais il a un dessein pour la femme également et il nous a donné un temps, justement pour procréer, puisque vous savez très bien que la jeune fille, elle commence à avoir ses menstrues et les menstrues démontrent qu'elle est devenue femme, elle peut procréer. Mais de cette même manière aussi, il y a un moment donné, les menstrues s'arrêtent. Elle ne peut plus. Elle est ménopausée. Voilà. Et lorsqu'elle est ménopausée, elle ne peut plus faire des enfants. Je parle sous le contrôle du technicien, hein, du médecin, mais c'est ce que nous savons tous. C'est pour cela que la femme, pour cela, visiblement, n'a pas le temps. Ceci n'est pas valable pour l'homme aussi, parce que nous, on a connu des hommes qui ont eu des enfants à 70 ans, à 80 ans, etc. Même à 100 ans. Ce qui n'est pas valable pour la femme. Sauf miracle. Hein. Bon, dans la Bible, il y a eu Sarah qui a eu son enfant à, je crois, 70 ans et tout ça. 90 ans, bon, ça, c'est la Bible qui nous dit. Mais dans notre monde, là, d'aujourd'hui, il est pratiquement impossible pour une femme d'avoir des enfants au-delà d'un certain âge, parce qu'à un moment donné, elle est ménopausée. Mais je voudrais rebondir sur les... Je ne vais pas parler de remèdes, parce qu'on parle de remèdes quand il y a un mal, il y a une maladie. Or, le docteur Fiadio a dit tout à l'heure que la stérilité n'est pas une maladie. Je suis d'accord que la stérilité n'est pas une maladie. C'est un fait, c'est quelque chose, un état qu'il faut constater. Mais moi, j'estime qu'il y a des solutions à cela. Et je pense, par exemple, à l'adoption. À l'adoption, parce qu'il y a un phénomène quand même paradoxal, surtout dans notre pays, où vous avez beaucoup d'enfants abandonnés. Hein, il suffit de faire un tour à la pouponnière de Lomé, de faire un tour au village d'enfants SOS. Je passe par là souvent et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés, qui sont récupérés un peu partout sur toute l'étendue du territoire. J'estime qu'ils attendent l'affection de parents, pas de parents biologiques, mais de gens, parce que le docteur Fiadio a dit tout à l'heure que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas que l'argent, et c'est vrai, je suis d'accord que ce n'est... Vous pouvez avoir de l'argent et mal éduquer, et avoir des enfants, ne pas les éduquer comme il faut, et faire des enfants qui poseront des problèmes à la société demain. Ce n'est pas que l'argent dans l'éducation d'un enfant. Je crois que c'est un peu d'argent et beaucoup d'amour, beaucoup de savoir-faire. Alors, il y a ces enfants-là qui attendent d'avoir de l'amour quelque part, pas de leurs parents biologiques qui les a abandonnés, mais qui n'ont pas aussi. Alors, moi, je lance un appel, parce que je vous assure que c'est quelque chose de difficile à appréhender, mais lorsque vous y rentrez, vous verrez que
lorsque vous adoptez un enfant, vous ne ferez pas la différence entre le fait que ça soit un enfant qui n'est pas né de vous. Vous l'aimerez de la même manière. Et Dieu fait bien les choses. C'est que des couples qui ont accepté d'adopter, j'en connais un certain nombre, où le fait que l'enfant passe du temps avec eux commence à leur ressembler, même physiquement. Et lorsque vous leur donnez de l'amour et tout cela, vous verrez que cet enfant-là, lorsque vous le présentez, les gens ne se rendront même pas compte que c'est un enfant adopté. Donc, il y a la solution de l'adoption, mais je sais que dans nos sociétés, c'est un problème difficile. Et moi, ça me gêne beaucoup parce qu'en EV, vous savez, l'adoption, comment ça s'appelle? Et vie peuplée. C'est comme ça qu'on le dit. Quand quelqu'un adopte un enfant, on dit... Mais ce n'est pas une injure, hein, c'est comme ça que ça se dit. Quand quelqu'un adopte un enfant, on dit « éplévi ». Bon, c'est très péjoratif et notre société est très réfractaire à ça, je le sais, mais il faut que dans ces genres d'émissions, nous parlons aux gens pour dire qu'il y a une possibilité, il y a une solution aussi de régler un problème de stérilité définitive qui est aussi l'adoption. Absolument. Alors, ok, je voudrais rebondir sur ce que Bertrand Megan vient dit pour dire qu'il faut que les femmes qui arrivent à cette situation de stérilité se disent qu'elles peuvent se rendre utiles autrement, hein, notamment en adoptant des enfants. Mais est-ce que c'est l'enfant? C'est vrai que nous sommes en Afrique, l'enfant, c'est ça, mais il n'y a pas que l'enfant qui fait l'homme. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont laissé leur nom. Parce que généralement, quand on n'a pas d'enfant, on dit « Ah, ton nom va disparaître et tout ». Mais il y a des gens qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont laissé leur nom. Et la dernière fois, quand Monseigneur Dossé est décédé, que je suivais tout ce que les gens racontaient, je laisse le côté prêtre ou Monseigneur pour voir l'homme. C'est quelqu'un qu'on n'oubliera pas par rapport à tout ce qu'il a fait. Donc, que peut-être ces couples, ces femmes se disent « Je peux me rendre utile autrement, par des œuvres à la société, par l'adoption. » Il y a plein de trucs qu'on peut faire et laisser son nom. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est très bien. Moi, je voudrais rebondir sur l'adoption, étant donné qu'on parle de femmes, et que une femme ménopausée, qui arrive à un certain âge, ou même très jeune qui est ménopausée, elle peut aussi adopter, non pas un enfant, mais adopter les gamètes d'une autre femme. Ça, c'est une possibilité qu'on appelle un don d'ovule, un don d'ovocyte. Étant donné que le challenge de la femme africaine, c'est avant tout de porter un enfant dans son sein, dans son ventre. De montrer à tout le monde qu'elle peut avoir un enfant. Qu'elle a porté aussi un enfant dans son sein. Qu'elle a senti un enfant bouger dans son sein. Qu'elle a accouché. Qu'elle a allaité un enfant. C'est pour elle un gros challenge. Et je pense qu'arriver à cela, c'est aussi une possibilité de venir à bout de cette stérilité définitive de la femme qui est ménopausée, dont les ovules ne fonctionnent plus du tout. Donc c'est une adoption avant la naissance. Et si ça aussi, ça ne marche pas, on peut venir à l'adoption d'un enfant qui est déjà né. Et puis, ben, si on n'y arrive pas, mais pourquoi pas, on s'accepte. Bien sûr. On s'accepte. Bien sûr. Bah bien oui, sûr. voilà. Et ce n'est pas simplement pour l'enfant que l'on vit. Ça, c'est sûr. On vit d'abord pour se réaliser soi-même. Exactement. Mais ça, c'est très bien. Je demanderai s'il y a des mots de fin, s'il y a un petit mot de fin, rapidement, comme ça, on va clôturer la première partie de notre show. Dr Fiadjo, ça va toujours vers vous. Ladies first. Ladies first. Alors, applaudissez au même, voilà un galant. Merci. Non, je voudrais vous remercier pour avoir eu l'idée de ce Carine Show à l'intention de la femme togolaise, je l'ai dit tout à l'heure, qui périt faute de connaissances.
Je crois que c'est à travers ces genres de tribunes que nous, chacun en ce qui nous concerne, pouvons apporter ce que nous savons, le peu que nous savons sur ce qui constitue les problèmes des femmes en général et de la femme togolaise en particulier. Et donc, je voudrais vous remercier pour avoir eu l'idée de cela et vous dire que vous pouvez compter sur moi à chaque fois que... Bravo. Merci. Madame. Ok, ben moi je vais dire, la stérilité, je ne crois pas que c'est une fatalité. Si Dieu t'accorde la grâce d'avoir un enfant, c'est bien, gloire à Dieu. Mais s'il trouve que tu n'as pas besoin d'enfant, bon, on le remercie. Et pour les jeunes couples, je dirais, croyante, chrétienne que je suis, de tout faire comme si tout dépendait de Dieu, mais d'agir comme tout dépend de soi. Quand il y a des problèmes, allez très tôt vers les spécialistes pour trouver la solution. Et puis il y a des cas où on a vu des femmes qui ont écourté leur vie juste parce qu'ils ont donné des enfants. Peut-être l'enfant devenu brigand. Aujourd'hui, on dit ton enfant fait ci. Demain, ils ont piqué des crises. Peut-être que c'est ce que Dieu voudrait t'épargner en ne t'accordant pas d'enfant. Rendons gloire à Dieu en toutes choses. Et comme je l'avais dit précédemment, rendons-nous utiles autrement. Merci. Même sans enfant. Bravo. Alors, Dr Kofi. Merci. Tout porte à croire que nous ne sommes plus dans la société africaine. Si ce n'est pas les femmes qui devaient parler premièrement, ça devrait être même les adultes. Et ça m'importe parce qu'on est en train d'occidentaliser les choses, c'est bien, tant mieux. Nous sommes à l'ère contemporaine. Mais nous ne devons pas oublier aussi nos racines, je voudrais le dire. Le problème de stérilité, d'infécondité, c'est un problème réel. Et ça préoccupe plus de couples parce que ça fait appel à des conséquences dont la honte est la principale peut-être, et l'écartement, la stigmatisation, etc. Donc comme les uns et les autres ont dit, l'adoption est la solution, pas aussi tellement à mon avis, mais j'invite quand même à avoir un peu la représentation sociale des populations elles-mêmes, à voir un peu le niveau de vie, le niveau de connaissance, d'aptitude de la population africaine, pour dire un peu que nous n'avons pas accès aux soins médicaux, mais il faut accepter comme ça pour voir que les dons, ça pourra marcher un jour. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à nous pour ce Carin Show. Merci. J'espère que Carin Show aura une longue vie. Un enfant, il faut le faire quand on peut et non quand on veut. Il faut le faire quand on est jeune. Quand on veut, on peut toujours le vouloir à 50 ans, mais on ne pourra pas toujours. J'ai dit au début que la stérilité ne doit pas être une maladie honteuse, comme on le considère en Afrique. Aujourd'hui, c'est vrai, un homme qui est stérile a peur de dire qu'il est stérile. Et ça ne devrait plus être cela. Ce n'est pas une fatalité parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'apporter des solutions. C'est vrai, c'est dans les grandes villes qu'on a cette possibilité. Mais le challenge du médecin, c'est ce que je voudrais dire pour terminer, le challenge du médecin, c'est justement de vulgariser ces méthodes et d'aller le plus loin possible pour que le paysan même puisse avoir accès à cette nouvelle technique. J'aime bien dire une phrase aux jeunes couples qui se marient. Qu'importe l'orage, si tout le long du chemin tu me donnes la main. Qu'importe les problèmes de stérilité, si tout le long du chemin le couple se donne la main. Et c'est là qu'ils formeront un couple. C'est là où ils auront une longue vie. Et c'est là où ils vivront heureux, avec ou sans enfants. Et donc, la première partie est terminée. Retour dans la deuxième partie de cette émission Carin Show, première émission télévisée, talk show à Lomé. Nous allons à présent accueillir sur ce plateau une dame, une artiste de talent.
Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Mirlinda. Alors, j'ai la belle dame Mirlinda avec moi. Celle-là que tout le monde connaît déjà, elle est vraiment toute belle. Merci. Donc, je voulais d'abord savoir. Chérie, nous gomme sensa lolonye nye matem globewo nous kele miometia nye matem globewo ewe nye lolonye nous kekem que la signe. Merci, c'est gentil. Alors là, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Alors, Mirlinda, j'ai une question. Comment vous êtes arrivée là? À la musique. Comme on a l'habitude de le dire tous, je dirais que je l'ai dans le sang. Parce que ma maman m'avait dit qu'au Gabon, elle avait une boutique. Un jour, j'avais 5 ans. Il y avait le morceau de Nana Mouskouri qui passait. Et tout le monde était étonné de me voir fredonner le morceau. En même temps, je pleurais. Et tout le monde se posait la question, mais cette fille-là, elle comprend quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle pleure, pourquoi? Donc, c'est à partir de là, ma maman a su que réellement, je ferais carrière en la musique. Et puis après, sur les bancs de l'école, j'assistais au récital. Dans ma chorale, on m'a désignée comme soliste. Et puis voilà, je suis arrivée là. Mais c'est très bien. Merci. Bravo. Donc, les parents vous ont accepté comme ça parce qu'ils ont compris que depuis toute petite, vous devez chanter. Oui, je dirais que j'ai eu la chance, cette chance-là, parce que c'est pas tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de parents qui sont pas du tout d'accord, mais moi, j'ai pas eu de problème. J'ai par contre eu le soutien des parents. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais je voulais revenir là sur la chanson. Pourquoi est-ce que vous chantez toujours la déception? Voilà. C'est intéressant cette question-là parce que je ne chante pas que la déception. J'ai sorti Amélie, la fille du quartier qui aimait son bonhomme, croyant que c'était réciproque. L'homme lui promit terre et ciel, je t'aime, je te veux à moi, sans réserve. Le téléphone, je te l'achète, la maison, oui, y a pas de problème. Quelle chance! J'ai trouvé un mari qui m'a tout promis, qui changera ma vie. Merci. Alors là, c'est bon. Mais en fin de compte, l'homme, il a disparu. La femme tomba enceinte et l'homme, il a disparu. Il est parti. Et je vous dis quelque chose. C'était mon histoire. Oh. C'est vrai que des fois, ça fait pleurer, mais voilà. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes dames qui sont venues à moi. Elles se sont confiées. Elles ont à peu près raconté ce qui s'était passé dans leur foyer également. Puisque les gens me disaient, Mirlinda, pourquoi tu as chanté ça? Tu n'aimes pas trop les hommes? Pourquoi tu es contre les hommes? J'ai dit non, c'est pas ça. Donc, je fais le morceau Pardon. Là, c'est juste pour demander pardon à un homme quand peut-être vous avez des petits problèmes. Il faut que la femme se rabaisse et dise chérie, excuse-moi, tout ça. Donc, je ne chante pas que la déception. En tout cas. Merci. Mirlinda. Oui. C'est un cœur à prendre. Je suis mariée. Ah ben c'est bien. Bravo. Bravo. T'as vu? Il y a des bons dehors. Hein? En tout cas, je l'ai toujours dit. Hein? Vous avez suivi ce débat-là tout à l'heure concernant la femme qui ne fait pas d'enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment un problème qui me tient à cœur. C'est vrai que chez nous, quand il y a le problème de stérilité, c'est automatiquement la femme qu'on accuse. Mais c'est vraiment bien parce que j'ai aussi également entendu les explications du docteur ici. Franchement, je suis soulagée et je sais que les autres, ceux qui nous suivent aussi, feront pareil. Donc, arrêtez de dire que c'est toujours la femme. Donc, j'ai retiré beaucoup de choses. Par exemple, à un certain âge, on ne peut plus faire d'enfants. Surtout, ça m'a intéressée parce que j'ai du travail.
J'ai déjà un enfant, mais il faut que j'accélère un peu, quoi. Dépêche-toi. Ouais. On fait une courte pause publicitaire et on revient. Nous avons choisi de faire de l'Afrique un pays. L'ambition, la nôtre, c'est de relier l'Afrique de bout en bout. De rassembler les peuples, les cultures, de promouvoir le tourisme, les affaires, les coopérations bilatérales. Nous vous embarquons et vous acheminons en une journée sur notre réseau. La qualité de nos services, notre ponctualité, notre régularité et professionnalisme sont les valeurs qui nous définissent et qui font et feront de vous l'un de nos meilleurs clients. Si vous avez déjà posé la question, vous y avez déjà répondu. Nous, c'est Askai, la compagnie panafricaine. Ce fut sous un ciel doux de septembre 2000, en point de sérénité et de convivialité, que Stanislas et Marie-Eugénie décidèrent de s'unir devant Dieu et devant les hommes pour concrétiser une relation qui a duré 9 bonnes années. Pourtant, au départ, rien ne présageait une idylle aussi forte où l'amour rime avec courage et volonté. Parti au Canada en janvier 1979, après son diplôme d'ingénieur des travaux à l'Université du Bénin, M. Stanislas revient au Bercail 10 ans plus tard avec dans ses valises un master PhD en télécommunications de l'Université de Sherbrooke. Il est rentré avec une épouse blanche et 2 enfants. Dès son retour du Canada, avec une Canadienne, avec laquelle finalement ils ont eu 2 enfants, et ça n'a pas duré. Les aléas de la vie ont fait qu'une séparation est arrivée entre les deux. Une séparation qui fut insupportable, compte tenu du jeune âge des 2 enfants métis. À quel moment alors, les yeux de Stanislas ont-ils été posés sur la belle Marie-Eugénie? On était ensemble depuis 91 et ce n'est qu'en 2000 qu'on s'est officiellement mariés. On est restés 9 ans ensemble avant d'officialiser notre mariage en 2000 à l'état civil et à l'église. C'est donc en 1991, au moment où le ciel semblait tomber sur la tête de l'ingénieur télécom, bouleversé par la dure séparation d'avec son épouse, que Marie-Eugénie vint, comme par enchantement, dans la nouvelle vie de celui qui est redevenu célibataire avec 2 enfants. Elle a été vraiment le côté de l'aile qui a été remplacé pour que l'avion aille droit. Je vais dire qu'elle arrivait pile poil dans une période de vie de mon père. Il était divorcé avec 2 enfants de bas âge. Il est rentré du Canada. Il y avait tous ces soucis, tout ce stress, toute cette tension. Qui est alors cette femme courageuse et tolérante qui marqua la vie de toute une famille par sa générosité et sa grande bonté? Je dirais bien que Dieu sait faire les choses. Mary, toujours dans la prière. Bon, je ne dirais pas une femme soumise, mais elle est soumise. Accompagnée partout son époux. Madame Defly n'est pas complexée. Je la vois calme, sereine et une femme profondément ancrée en Dieu. Et peut-être que c'est là qu'elle a puisé toute la force parce que dans le contexte africain, c'est pas facile, hein? Toi, femme, qui ne procrée pas, on te tâche de tous les noms. On peut la traiter de sorcière, on peut la traiter de je ne sais pas quoi, de femme de mauvaise vie, on peut la traiter de tout. L'humilité, la soumission, la tolérance et le courage sont entre autres des qualités qui conviennent bien à celle dont la présence au foyer a transformé les peines en joie pour le bonheur de tous. J'avais fait un enfant qui est décédé avant
avant l'accouchement. Donc, ça m'a vraiment touchée, bouleversée parce que je tenais trop à cet enfant en cette période-là. Mais après, on a fait tous les soins possibles. On n'a plus eu d'autres enfants. C'est vrai qu'il y a eu cette période-là, mais la période la plus difficile, c'est quand on s'est mis à l'évidence qu'on ne peut plus avoir un enfant à nous deux. Souvent, on a l'habitude de dire pour qu'un couple réussisse, il faut le pardon, l'humilité, la tolérance. Depuis plus de 20 ans qu'ils sont ensemble, je ne sais pas, ou bien je n'ai jamais ouï dire qu'il s'est passé quelque chose dans leur maison. Je répète cette phrase, nul n'est parfait. Il se pourrait qu'il y ait des choses, mais ça ne sort jamais de leur chambre. Ajoutez à cela les qualités d'un époux, dont la complicité avec son épouse sont la marque d'un couple modèle où règne une entente cordiale. On vit presque ensemble. Je les ai étudiés, et dehors, et dedans. Je ne sais quoi dire. Les parents de l'homme sont les parents de la femme. Si tu ne les connais pas, c'est ce que tu vas croire, que c'est les parents de la femme. Et les parents de la femme sont plus que les parents de l'homme. Cependant, l'amour du prochain, le courage et l'abnégation suffisent-ils au couple Defly pour combler le manque d'enfants de leur union? J'ai trouvé que la vie de ce couple est fondée sur Jésus-Christ. L'esprit qu'ils ont activé en eux, l'esprit avec lequel ils vont vers le monde. C'est ça qui m'étonne. Au-delà de tout, c'est d'abord l'amour. Si on s'aime, on est déjà fécond en Dieu. La fécondité n'est pas seulement une fécondité physique, mais l'amour qu'on a pour son conjoint ou sa conjointe est déjà un amour générateur de vie autour de soi. Et on peut donc drainer beaucoup de personnes dans l'expérience de l'amour de Dieu et donc avoir beaucoup d'enfants spirituels qui vont goûter à cette joie et à cette espérance en Dieu. C'est vraiment une femme exceptionnelle. C'est vraiment bien occupée de nous. C'est vraiment l'opposé de tout ce qu'on peut comprendre ou entendre par rapport au marâtre. Elle nous a vraiment accompagnés spirituellement comme une mère. Je ne suis même pas sûre que ma mère aurait pu faire tout cela par rapport à l'amour qu'elle porte à papa, mais aussi elle est vraiment, on peut dire, tombée amoureuse de nous. L'amour étant en lui-même fécond, l'absence d'un enfant n'est nullement un handicap pour l'épanouissement d'un foyer. Gardons le sourire et partageons ensemble la joie et le bonheur du couple Defly. Mesdames et messieurs, cher public, sous vos applaudissements, accueillons Madame, Messieurs Defly. Ça mérite. Ça mérite. Ça, c'est un couple exemplaire. Regarde comment ils sont jolis. Alors, messieurs, mets là à mes côtés. Merci, cher public. C'est très gentil de votre part. Soyons-nous. Mesdames, messieurs, Defly, bonsoir et félicitations à vous. Qu'est-ce qu'elle est belle. Dites-nous, le secret de votre couple, c'est quoi? Je vous remercie, madame, pour cette émission. Merci. Pour le secret, c'est Dieu. Nous n'avons pas un secret personnel. Nous sommes appuyés. Nous nous sommes appuyés surtout sur les paroles de Dieu pour pouvoir surmonter nos difficultés. Merci. Je vais chez monsieur. Oui, madame, merci. Bonsoir à tous. Je vais
comme une dame l'a dit, chaque fois on dit presque la même chose. C'est une grâce qu'on soit ensemble. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je crois que si on n'avait pas cette vie en Christ en nous, on se serait séparés depuis fort longtemps. C'est pour ça que nous disons que c'est une grâce. Et on fait tout pour la cultiver aussi. Merci. Alors, le public veut savoir, entre vos deux, qui est plus amoureux? On dirait nous deux. On dirait Voilà, vous deux. voilà. Tout timidement, et on dirait nous deux. Oui, on dirait nous deux. On dirait vous deux. Oui, parce que on est complémentaires. Quand je tombe, c'est elle qui me relève. Oh. Si elle tombe, je la relève. Alors là, ça mérite la Alors, moi, je veux savoir, quel conseil donnerez-vous aujourd'hui aux jeunes filles qui sont dans cette salle-là, si jamais un jour elles se marient, ou ceux-là qui sont déjà mariés avec des problèmes dans leur foyer? Quel conseil allez-vous les donner? D'abord, on est tous des créatures de Dieu. Oui. Mais si tu veux, tu peux devenir enfant de Dieu par Jésus-Christ. Mieux, si tu as l'esprit ou tu vis dans l'esprit de Jésus-Christ, tu as beaucoup de choses. Je dirais encore mieux, si le Christ te donne sa mère, tu peux dormir sur tes deux oreilles. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, pour les jeunes en Christ, on dit l'homme quittera ses parents pour s'attacher à sa femme. Et ça, il y a 3 démarches à faire. Aujourd'hui, les filles, ils vont tout de suite à la dernière démarche. Fiancez-vous, vous vous connaissez, vous vous fiancez, vous vous mariez, et après vous faites ce que vous avez à faire. Mais quand vous arrivez à ce niveau-là, il faut construire un capital confiance entre vous deux. Le capital confiance, on ne l'ébranle pas. Vous devez le savoir l'un et l'autre. Donc vous vivez dans ce capital confiance-là. La 3e chose, c'est de vivre dans la communication avec votre fiancé ou dans le couple. Quand on parle de communication, ce n'est pas uniquement la communication par la parole. Il y a la communication par la parole, la communication par les actes, la communication spirituelle et la communication sexuelle. C'est un tout. Donc, il faut avoir l'humilité de réaliser que vous ne connaissez pas tout ça et que c'est des démarches, c'est un cheminement. Voilà. Bravo. Madame a-t-elle quelque chose à ajouter? Non, il a presque tout dit. Il a Merci. presque tout dit. Elle est tellement douce. Alors, ce soir, pour vous honorer, Karen Shaw a prévu pour vous une bouteille de champagne parce que vous le méritez. Merci. Wow. Ce show a été sponsorisé une partie par Askai. Et donc, madame et monsieur ont gagné un billet aller-retour de la compagnie Askai d'aller partout où ils veulent dans le monde. Et Linda va nous faire une chanson à l'honneur du couple. Alors, félicitations et on les acclame encore. Et ce morceau, c'est spécialement pour eux. C'est Doudou Vamidoué. Madame, elle est Doudou. Tonton, il est Doudou. Vous êtes tous des Doudous ici, n'est-ce pas? Donc, on y va ensemble. C'est bon, on y va.
Oh Doudou, ce sont des choses qui arrivent, mais confie-toi à Dieu. Il est le seul qui pourra te le faire. Ne pleure pas Doudou. Tu es invité, hein? Je danse seul, mon fou. Merci à vous.